Et donc, l'idée était un petit peu d'exposer quels étaient les tests rapides d'orientation et diagnostic qui pouvaient être utilisés en cabinet de médecine générale. Donc, j'ai réalisé 2 petites enquêtes. Une première dont je vais vous présenter les résultats tout de suite, qui est le travail, qui est un mémoire qui a été fait dans une région semi-urbaine qui correspond un petit peu à la région dans laquelle moi je travaille à Uccle, Rhode-Saint-Genèse, à Bruxelles. Donc c'est une étude faite en Normandie. Et puis après, je vous ferai un petit peu les commentaires sur tout ça et puis on discutera, je suppose. Donc voilà, donc c'est un mémoire de Thomas Bouachour, qui est un jeune médecin qui a fait une étude qualitative auprès de 80 médecins dans la région de Normandie pour voir un petit peu quels étaient ces fameux tests rapides qui leur semblaient être intéressants, utiles, judicieux, ou qu'ils utilisaient ou qu'ils n'utilisaient pas. Donc je vais vous présenter ça parce que ça correspond relativement bien à ce que nous avons pu sortir dans un groupe beaucoup plus restreint, puisqu'on n'était que 10 lors de la réunion que j'ai pu organiser. Donc voilà, donc le groupe d'âge 30-72 ans, avec une moyenne à 50 ans, ce qui correspond à la population un peu plus jeune que la population bruxelloise, des médecins bruxellois. Hommes-femmes, plutôt plus d'hommes que de femmes. Pour le moment, on a plutôt plus de femmes que d'hommes. Et il y avait quand même 60% d'urbains. Et donc, l'utilité, clairement, on la trouve plutôt utile, parfois utile et indispensable dans à peu près 3/4 des cas, dans 75% des cas. Alors là, ils ont classé les différents tests rapides par ordre d'utilité, avec le chiffre en ordonnée qui va de 0 à 160. Alors, comment est-ce qu'ils ont calculé l'utilité? C'est que chaque médecin devait donner un score aux différents tests, et en fonction de la manière dont ils le décrivaient comme étant utile, inutile ou indispensable, eh bien, ils avaient plus ou moins de points. Et donc voilà, je vous laisse un petit peu découvrir les différents tests. Ça a fait l'objet d'évidemment beaucoup de discussions dans notre groupe de médecins généralistes, parce que clairement, on pense que le streptoa a du sens, la glycémie certainement, mais le tétanos beaucoup moins, la mononucléose aussi, et puis ils ont été mis des choses beaucoup plus loin qu'on aurait trouvé éventuellement intéressantes. On peut m'interrompre à tout moment, hein. Alors, dans les tests les plus fréquemment utilisés, qui correspondent en fait à environ 80% des tests que les médecins généralistes utilisaient, voilà ceux qu'ils utilisaient: le streptoa, la grippe A et B, le tétanos, l'hélicobacter pylori, la mononucléose, la glycémie, un test de grossesse et le test du cancer colorectal. C'était juste un test de recherche de sang dans les selles. Évidemment, cette étude a été faite avant le Covid, hein. Et donc, vous voyez que globalement, au plus on va vers la droite sur le graphique, au plus le test est considéré comme étant moins utile. Alors, au sein de notre cabinet, nous sommes 5 médecins. On utilise actuellement ces tests-ci: le bêta-HCG, urinaire, la tigette urinaire multitest, la glycémie, le Covid-19, et puis j'ai mis entre parenthèses, c'est pas vraiment un test rapide, mais on fait également des tests au microscope avec des recherches avec du KOH sur des lames. Quels sont les problèmes qui sont rencontrés par les tests qu'on utilise déjà, et quand on envisage éventuellement un test, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est les prix. Notamment, par exemple, au bêta-HCG, c'est que ce sont des tests qu'on est obligé d'acheter par 40 ou 50. La durée de péremption est relativement courte et les prix sont plus ou moins, enfin, carrément exorbitants. En plus, on ne peut pas les répercuter chez les patients. L'autre écueil, c'est le temps à consacrer. On avait fait avec Olivier par rapport au test rapide Covid, on avait bien vu que dans la faisabilité, dès qu'il y avait trop de manipulation ou que l'attente était trop longue, on perdait en performance. Il y a la problématique de la modalité de conservation. Alors, on peut conserver dans un frigo à température constante, on peut conserver ça dans des armoires sèches, etc. Mais il faut que la modalité de conservation soit simple et évidente. J'ai mis un petit peu en dehors les honoraires. C'est clair qu'un test qui prend du temps, qui nous coûte cher, si on ne peut pas le
répercuter sur la consultation qui n'est déjà pas très élevée, puisqu'on est tout juste à 30 € aujourd'hui, ça devient compliqué. Et alors, dans ce qui nous paraissait vraiment important, c'était qu'il fallait que le test soit vraiment fiable. Or, il y a toute une série de tests qui sont aujourd'hui vendus sur Internet qui n'offrent pas cette fiabilité parce qu'ils ne sont pas validés. On a discuté des valeurs prédictives positives et négatives. En fait, pour nous, c'est presque plus important ces valeurs-là que la sensibilité et la spécificité. De toute façon, elles découlent de ces deux données suivantes, mais il est clair qu'on aime beaucoup avoir un test avec une valeur prédictive négative très élevée parce qu'elle nous permet de faire des exclusions, et c'est parfois plus difficile. Un test avec une valeur prédictive positive importante, évidemment, nous permet de nous assurer dans un diagnostic, et donc évidemment que c'est intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'un test pourrait être utile? Avant de voir la liste des tests que nous avons recherchés, et elle est évidemment beaucoup plus large que le résultat du mémoire que je vous ai présenté, un test qui nous paraît utile est un test qui nous permet de gagner du temps par rapport à la mise en place d'un traitement, de diminuer les contraintes qui sont liées à un prélèvement plus ou moins complexe à envoyer dans un laboratoire, attendre d'avoir la réponse du laboratoire, devoir recontacter le patient, devoir adapter le traitement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous paraît important. Et un test qui nous paraît utile, c'est un test qui nous permet de faire un choix à un moment donné où on se dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on doit référer, est-ce qu'on peut continuer à garder les gens à domicile ou en maison de repos, est-ce qu'on peut considérer que ça fait partie encore d'une consultation de médecine générale, ou est-ce qu'il faut envisager une consultation spécialisée. Alors on les a divisés en plusieurs groupes, comme vous pouvez le voir. Il y a évidemment les tests saisonniers. Clairement, on est très intéressé à l'idée d'avoir un test facile d'usage, pas trop cher pour le streptocoque du groupe A. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors évidemment, peut-être pas le 15 juin, mais en tout cas entre octobre et fin mars, certainement. Même chose comme pour le test Covid qu'on a trouvé très intéressant, surtout le test rapide à voir pour l'influenza A ou B. On trouve que ça aussi, ça aurait pas mal de sens, ainsi que pour le VRS. L'adénovirus a été cité par toute une série de médecins. Voilà, je ne connais pas les qualités de ces tests, je pense que c'est plus marginal. En termes d'infection, clairement, le tétanos, l'hépatite C, la malaria, le HIV ne nous paraissent pas du tout indispensables en médecine générale de ville. Je crois qu'on n'est pas du tout dans le contexte que j'ai décrit, qui est de pouvoir prendre une décision rapidement et mettre en place un traitement rapidement. Le trichomonas vaginalis, par contre, lui a du sens, surtout que j'ai 3 collègues qui font énormément de planning et donc qui ont une grosse activité de petite gynécologie de ville. Alors, les tests en urgence, bon, il y a le test CRP ou procalcitonine. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Donc, par rapport à la CRP, clairement, ce qui nous intéresse le plus, c'est s'il est fait précocement, c'est d'avoir s'il est fait à temps et en heure, donc par exemple dans les 48 heures après un événement, et c'est souvent ce qui se passe en médecine générale. Les gens qui ont un érésipène viennent rarement le premier jour, mais plutôt le deuxième jour. Les gens qui ont un syndrome respiratoire important, ils viennent aussi en général au deuxième jour quand ils sont plus gravement atteints. Soit ils vont à l'hôpital, soit on les voit à domicile, et donc ces tests sont plus difficiles à mettre en place à domicile. Mais la CRP, surtout qui a une très bonne valeur prédictive négative, ça nous intéresse. Les troponines, clairement, ça c'est quelque chose qui a du sens. On a énormément de consultations pour des douleurs thoraciques qu'on réfère, et ça permet d'éviter de référer des gens qui ont des troponines négatives. Les dédimères, avec tout ce que ça implique comme complexité, et donc ce qu'il faut, on trouverait ça intéressant, mais il faut évidemment que le patient soit extrêmement bien sélectionné. On trouve aussi que le PTT aurait du sens. On a de nouveau beaucoup de patients qui sont sous Syntron. Il y a une espèce de chiffre de nouveau de patients vers le Syntron. La glycémie.
et l'hémoglobine. Parce que ça aussi, en tout cas dans nos populations âgées, on trouve que ça a du sens, parce que régulièrement, on a des patients très fatigués qui ont l'air anémiques et puis qui en fait ne sont pas anémiques. Et ça nous permettrait déjà de faire la part des choses entre un patient âgé qui est simplement déshydraté avec une hypotension par rapport à un patient âgé qui a une hypotension parce qu'il est anémique. L'acétonurie, on les a dans les tests, les multisticks, donc je n'en parle pas. Alors, dans les autres tests qui nous paraissent intéressants, c'est les tests de follow-up, notamment l'Helicobacter pylori, qui est, semble-t-il, très bien documenté et bien utilisé en France. Les autres, je ne les ai pas surlignés, créatinine, microalbuminurie, cholestérol, parce que, de nouveau, ça ne remplit pas, entre guillemets, le cahier des charges qu'on s'est fixé. Ce n'est pas ça qui change globalement une attitude ou une prise en charge en médecine générale. Et alors, dans les tests de diagnostic ou de détection, évidemment, le test de grossesse, ça c'est un grand classique. Je vous ai dit quels étaient les écueils actuellement par rapport au test de grossesse qu'on achetait. Et alors, le test à la cotinine et au sang dans les selles. Alors, sang dans les selles, c'est intéressant parce que ça fait du dépistage, ça évite que on est sûr que les gens peuvent bien les prélever, voilà, et que c'est bien fait. La cotinine, c'est plus parce qu'on est très souvent interpellé par les assureurs et que malheureusement, souvent, ce test à la cotinine, les gens ont besoin de la réponse dans les 3 jours. Voilà. Donc, c'est plutôt plus un test qui nous paraît utile par opportunisme que par réel intérêt médical. Voilà, c'est tout ce que je vous ai préparé. Merci. Je vais supprimer le partage d'écran. Alors ça, je ne sais pas comment on fait. Donc, normalement, il faut simplement... Ah, je fais cliquer. Voilà. Et puis, je vais agrandir ça et je vais arrêter le partage d'écran. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup pour l'exposé. Alors, je vais voir parmi les participants, est-ce qu'il y a des... Pardon. Voilà, donc merci pour cet exposé très intéressant. Donc, je vais vite parcourir donc, les participants pour voir s'il y a des questions spécifiques. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà, j'ai une première question qui provient du docteur Barglazan. Donc, je lui laisse la parole. Vas-y, Dragoche. Oui. Oui, bonjour à tous. Bonjour, docteur De Crolly. On s'est vu déjà il y a quelques jours avec Madame Reynaud concernant le potentiel du CRP, effectivement, en extra-hospitalier chez les médecins généralistes. Maintenant, merci déjà pour la présentation et effectivement, je vois que l'intérêt est pour toute une série de tests en biologie délocalisée qui pourraient bien sûr aider la décision directement sur place, que ce soit diagnostic ou pour un suivi des patients. Donc, quelles mesures il y a un intérêt, effectivement, comme dans le projet maintenant qu'on vous propose, d'avoir ce résultat par après dans le dossier électronique du patient qui pourrait servir aussi pour des autres médecins pour le suivi de ces patients? Je pense que l'intérêt, il est majeur. Alors, peut-être pas pour la cotinine, mais pour les autres, oui. Notamment tous les tests CRP, des dimères, enfin tous ceux que j'ai présentés, et même pour les tests diagnostiques infectieux. C'est que clairement, si on a un strepto négatif, mais avec un test qui a une bonne sensibilité, hein, parce que sinon, il faut que nous puissions l'intégrer d'une manière ou d'une autre dans le dossier. Alors, quand on fait des tests à la tigette urinaire, on l'écrit dans le dossier, et puis ça peut ou ça n'apparaît pas sur les réseaux de santé. Mais si c'est quelque chose qui était comme le projet d'étude de faisabilité sur la CRP délocalisée, ça me paraît indispensable que ça soit partagé. D'accord. Et une deuxième question, en fait, vu le test que vous avez bien précisé, je suis un petit peu intrigué par la demande pour la troponine, dans le sens où, bon, on va dire déjà, c'est l'année passée qu'on peut dire qu'il y a un vrai appareil de biologie délocalisée qui pourrait mesurer une troponine ultra sensible, donc qui pourrait descendre vraiment à des concentrations très basses et qui pourrait vraiment peut-être aider. Mais il y a parfois quand même des cas qui viennent déjà peut-être avec une douleur où la valeur elle est quand même limite et qui demandera peut-être faire un suivi comme dans les algorithmes proposés par les associations cardiologie.
Et dans ces cas-là, c'est vrai que personnellement, on n'a pas encore, c'est dans notre plan finalement futur de tester, évaluer un appareil comme ça, voir la sensibilité finalement de cet appareil pour faire cette suivi à 1 heure ou à 3 heures. Mais j'imagine que dans votre cas, le patient ne va pas rester chez vous pendant 3 heures dans des cas où la suspicion elle est quand même là face à un résultat peut-être encore négatif. Et de nouveau, on va avoir en gros, parce qu'on en a discuté évidemment de la troponine, on en discute souvent, on a en gros 3 ou 4 cas de figure. Le premier, c'est le patient avec une douleur thoracique hypertypique, avec un électro suggestif d'un STEMI. Évidemment qu'on ne se pose même pas la question de faire une troponine. On s'est référé d'emblée via le SMUR, etc. On a le patient qui a un électrocardiogramme normal, non modifié, sans bloc de branche de novo, que l'on imagine être éventuellement un angor instable parce qu'il présente une douleur plus ou moins typique depuis quelques jours. Alors quand ce patient arrive à 17h30 chez nous, il est intéressant d'avoir une troponine. Quand c'est à 9h30 du matin, c'est pas compliqué, on téléphone au cardiologue qui s'organise pour le recevoir très rapidement. Et puis, c'est tous les patients pour lesquels ils ont des douleurs thoraciques atypiques qui nous posent question et qu'on réfère très souvent pour rien. Alors, peut-être qu'on a intérêt à continuer à les référer pour rien et à en référer 10 pour un qui a véritablement éventuellement un non-stémie, mais on se trouve dans un autre degré d'urgence, ça nous permet, nous, de temporiser. Alors, j'entends la remarque extrêmement évidente, c'est que si on a une troponine limite, mais si on a une troponine limite, c'est comme je disais en préambule, pour certains tests, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une valeur prédictive négative extrêmement fiable qui nous permet de dire on a exclu la pathologie. Ou l'inverse. Oui, effectivement. Oui, merci beaucoup pour le commentaire. C'est vrai que je pensais à la même chose. Ça vraiment l'aide, c'est pour la valeur prédictive négative dans ces cas-là. Et dès que c'est déjà limite, vous allez quand même faire le suivi habituel. Tout à fait. Tout comme les dédimères. Hein, donc, mais là, la question est très complexe. 900 dédimères chez une dame de 87 ans avec une grosse jambe, est-ce qu'elle a une CVP? D'accord. Mais par contre, si elle a 45 de dédimères avec sa grosse jambe, on a une valeur prédictive négative suffisamment forte que pour se dire, on ne cherche pas à 17 heures et on n'en a pas toute une équipe qui va quand même conclure où on ne fait rien, quoi. Donc, et ça, ce sont des réalités de terrain, en fait. Super. Bon, merci beaucoup, oui, pour les infos. Merci. Est-ce qu'il y a des autres questions parmi les participants? Moi, j'avais une petite question. Vous avez parlé donc des syndromes inflammatoires, hein, la mise en évidence des syndromes inflammatoires avec la CRP et la procalcitonine. En tant que médecin généraliste, vous avez une préférence pour l'un ou l'autre ou une mesure de CRP pourrait suffire pour la prise en charge d'un patient? C'est hyper compliqué, je trouve, la CRP. C'est vraiment compliqué. Donc, soit elle est prélevée au bon moment, c'est-à-dire dans les 48 heures après le début de l'inflammation, et elle est normale, et on a une valeur prédictive négative qui est intéressante. Soit, éventuellement, on peut avoir des CRP qui sont... Donc, l'objectif aussi pour nous, c'est de voir si oui ou non on entame éventuellement un traitement antibiothérapeutique. Et donc, clairement, on se demande si, mais ce n'est pas fait actuellement en routine, hein, si l'intérêt n'est pas d'avoir justement les deux valeurs pour avoir comme elles ont toutes ces deux protéines des cinétiques très différentes, c'est justement de pouvoir nous aider dans leurs cinétiques différentes, aussi bien d'apparition, puisque la procalcitonine apparaît beaucoup plus tôt que la CRP, que dans leur disparition, de voir un petit peu où on se situe. Alors, quelle serait l'utilisation aussi? Est-ce que c'est une utilisation, on va faire l'étude maintenant de faisabilité avec cette machine CRP déjà pour voir si c'est faisable. Je n'ai aucune idée du nombre de prélèvements qu'on ferait par jour, par semaine ou par mois et dans quel contexte. Clairement, ce qui apparaît, c'est que par rapport au contexte clinique, ce qui est souvent mis en avant par les confrères et consoeurs, c'est que on a une infection urinaire chez une femme qui a beaucoup de fièvre, mais avec un état général pas encore trop altéré. Est-ce que oui ou non, elle a une pyélonéphrite?
est-ce que la CRP va nous donner la réponse? Je n'ai pas la réponse, hein. Ce sont les questions qui sont posées. On a une toux depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'on est face plutôt à une infection virale ou est-ce qu'on est face à une infection bactérienne? On a une grosse jambe rouge chaude qui nous laisse penser que c'est peut-être un érysipèle. Est-ce que c'est un érysipèle? Est-ce que la CRP est très augmentée? Et puis, on va avoir d'autres choses. C'est des CRP très augmentées qui nous permettent parfois de faire, je dis avec beaucoup d'humilité, a posteriori, des diagnostics d'endocardite. Donc voilà, je trouve que ces tests-là, on les met en avant parce qu'ils sont faciles à utiliser à l'hôpital, en médecine générale. Oui, je crois qu'il y a tout à inventer, tout à découvrir par rapport à la médecine générale, par rapport à ça. Donc, je n'ai pas de préférence entre l'un et l'autre. D'accord. Donc, il faudrait utiliser les deux pendant une petite période pour voir l'avantage de l'un et de l'autre en tant que test diagnostic rapide. Je pense que ça aurait du sens, mais il faudrait extrêmement bien déterminer par rapport à quelle affection on le fait, parce que si on fait pour tout le monde, c'est n'importe quoi, et par rapport à l'histoire clinique, à quel moment de la clinique ça a du sens de le faire. Le patient qui a le nez qui coule depuis le matin, demander un CRP n'a pas beaucoup d'intérêt. Je crois même aucun. D'accord, merci. Alors, je pense qu'il y avait encore une participante qui est Tatiana qui avait levé la main, me semble-t-il. Je ne sais pas si Tatiana, tu souhaites intervenir maintenant? Alors, elle n'a pas de micro et donc la question est dans le chat. Ah oui, d'accord, d'accord. Oui, je dois t'avouer que je n'ai pas très bien compris en fait sa question non plus. Attends. Zut. Alors, la question de Tatiana Roy, c'est comment vous faites pour choisir vos tests? Sur quelle base choisit-il ces tests? Je ne sais pas si c'est suffisamment clair pour vous la question. Oui, c'est très clair. Donc, oui, comme je vous ai dit, on utilise vraiment 4 tests. Donc, on a les tests en tigette semi-qualitative et quantitative, qui sont des tigettes urinaires. Et donc, c'est des grandes marques qu'on achète auprès soit de nos pharmaciens, soit de nos fournisseurs de matériels médicaux. Et c'est toujours les mêmes marques, hein. C'est Bayer, c'est Roche, c'est Abbott. Je crois qu'ils ont une quatrième marque, j'ai oublié le nom. Pour les tests de grossesse, c'est la même chose. On passe en général par nos pharmaciens et on demande, ce sont des tests qui s'achètent par 25 sous blister unique, avec chaque fois un dessicant et une petite pipette pour prélever les urines. Et alors, pour le test Covid, ben ça, pour le moment, de nouveau, on les achète en pharmacie et là, il y a à boire et à manger pour l'instant. Donc, clairement, c'est ce que j'ai dit en préambule, dans l'écueil, c'est quelle est la fiabilité des tests qu'on achète. On espère que les grandes marques pour nos tigettes urinaires sont des tests. Oui, on a des Siemens aussi. On espère qu'ils sont fiables. Donc ça aussi, c'est un des problèmes. Je pense qu'il ne faut pas utiliser des tests qui ne sont pas fiables. Donc ça veut dire qu'il faut une validation des tests qu'on utilise par soit une autorité, soit un laboratoire qui, lui, est compétent pour nous dire ce test est fiable. Ok, merci pour cette réponse. Donc, on est dans les temps. Donc, je vous propose qu'on passe donc, au prochain orateur.